Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler de Foundation. Donc Foundation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un framework CSS qui va vous permettre de créer des sites responsives plus rapidement en utilisant toute une série de classes et d'éléments préconçus. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi utiliser un framework CSS alors qu'il y a déjà le Twitter Bootstrap. Alors en fait, il y a deux différences majeures. La première, c'est que Foundation utilise le préprocesseur SAS ainsi que Compass. Donc si, comme moi, vous utilisez ce préprocesseur-là, c'est beaucoup plus pratique à utiliser comme framework. Vous n'avez pas des adaptations à faire. L'autre avantage, c'est que Foundation a été conçu avec l'idée d'un site responsive en premier. Pour le Twitter Bootstrap, on a d'abord une grille de 960 pixels et ensuite, si on veut la rendre responsive, on rajoute du CSS. Là, Foundation a été conçu en mobile first, c'est-à-dire que le CSS a d'abord été conçu pour mobile et ensuite, en utilisant les media queries, la grille va s'adapter pour les bureaux. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir piloter le comportement de notre système, que l'on soit sur mobile ou sur bureau. Alors un inconvénient de ce principe-là, de ce principe des media queries, c'est que du coup le système ne fonctionne pas sur des vieux navigateurs. Et même là où ça devient gênant, c'est que ça ne fonctionne pas sur Internet Explorer 8. Alors rassurez-vous, si vous souhaitez quand même faire fonctionner le système, il y a toujours un petit workaround qui permet de le faire. Donc je vous renverrai le lien de ce petit bloc de CSS qui permet de faire fonctionner la grille. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de voir un petit peu comment fonctionne Foundation et comment fonctionne son système de grille, parce que c'est là que se situe le point intéressant. Donc pour commencer, je vais directement, moi, télécharger le CSS. Hop. Donc là, ces fichiers, je vais directement les copier et aller les mettre dans mon dossier. Alors automatiquement, si maintenant j'actualise ma page, alors c'est ici, vous voyez qu'on a différents éléments qui nous expliquent comment ça fonctionne. Alors, moi, je vais supprimer le code HTML et on va voir ensemble comment fonctionne ce système de grille. Donc par défaut, le système de grille est basé sur un système de 12 colonnes. Pourquoi 12? Parce que c'est facilement divisible. Et pour écrire une grille, on fait une div qui est la classe row et à l'intérieur des divs qui ont la classe columns et qui ont aussi la classe large suivie du nombre de colonnes que l'on va utiliser. Donc là, par exemple, on va mettre 4 colonnes. On va mettre 4 blocs les uns à côté des autres. Du coup, 4 divisé par 12, ça fait 3. Donc à l'intérieur, on va mettre une div qui est la classe panel. C'est tout simplement pour mettre le petit contour gris, pour mieux délimiter. Et à l'intérieur, un petit lorem ipsum. Si maintenant j'actualise, automatiquement, vous voyez, j'ai ce bloc-là. Et je vais dupliquer cet élément-là 4 fois. 1, 2, 3. Si maintenant j'actualise, vous voyez bien que j'ai mes 4 colonnes. Donc par défaut, le comportement du navigateur, c'est que je garde ces 4 colonnes. Lorsque j'atteins un ratio un petit peu inférieur à 980, automatiquement, je garde quand même 4 colonnes, mais elles se redimensionnent. Et si j'arrive à un point d'arrêt, automatiquement, je me retrouve avec des colonnes centrées. Alors, c'est un comportement qu'on ne veut pas forcément. Là, vous voyez que le bloc de texte, lorsqu'on passe sur des petits écrans, on peut quand même avoir 2 colonnes. Donc ce que l'on peut faire, en plus de ces larges, c'est rajouter une autre classe. Donc ici, je vais le mettre sur tous les éléments. Small. Par exemple, ici, small 6. Donc en fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est sur un petit écran, les colonnes, on va passer en mode 6. C'est-à-dire que là, ça prend 6 colonnes, 6 colonnes. Et du coup, on va se retrouver avec 2 blocs les uns à côté des autres. Donc en fait, on a 2 séries de classes. Une classe qui est utilisée lorsqu'on est sur un écran de grande taille et une classe qui est utilisée lorsqu'on est sur un écran de petite taille. Donc c'est là que se situe un petit peu toute la magie de Foundation. C'est qu'on va vraiment pouvoir piloter qu'est-ce qui s'affiche et qu'est-ce qui ne s'affiche pas suivant les tailles des différents écrans. Donc à savoir que c'est une logique qui va être utilisée pour la prochaine version du Bootstrap de Twitter. Donc comme quoi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc ce système de grille se présente sous cet aspect-là, mais on peut l'avoir sous un autre aspect, c'est un système de bloc de grille. Alors c'est un petit peu particulier. Alors on va aller sur la documentation pour que vous voyez comment ça fonctionne. Hop, c'est dans Grid, bloc grid. Donc en fait, le principe, c'est tout simplement de créer un UL qui va avoir cette classe-là. Donc ici, on est parti. Hop. Et ça veut dire que ça va diviser notre page en deux. Ça veut dire qu'on veut 2 éléments par colonne. Et si à l'intérieur, hop, je crée des UL, des LI plutôt, et bon, là, je vais mettre encore mes divs qui ont la classe panel suivie d'un lorem ipsum, et que je vais dupliquer ça plein de fois, poum, 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 automatiquement, vous voyez que ça me prend 2 colonnes. Et ça, peu importe la taille. Donc si par exemple je le mets dans une div qui a la classe row,
div qui a la classe row, automatiquement ça prendra toujours 2 espacements. Donc l'avantage c'est que vous n'avez pas à vous compliquer avec le système de grille. Vous mettez juste un UL qui a cette classe là et automatiquement vous aurez 2 éléments par colonne. De la même façon, vous voyez qu'ici on a le petit mot-clé small. Si on veut changer le comportement, par exemple lorsqu'on est sur un écran large, on fait large, bloc, grid, et on va dire qu'on veut cette fois-ci 4 éléments par ligne. Automatiquement, sur écran large on a 4 éléments, et hop, dès que je diminue, on passe à 2. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, encore une fois, piloter la différence entre le mobile et l'écran. Alors ces deux systèmes de fonctionnement, moi j'ai tendance à préférer celui-là parce qu'il est plus simple, dans le sens où on a moins de markup à mettre au niveau de chaque élément. On crée juste un LI et automatiquement tout s'adapte. Mais si vous voulez avoir des grilles et des grilles imbriquées, c'est parfois plus pratique d'utiliser ce système-là. Là, à vous de choisir. Donc de la même façon que tous les autres éléments, vous avez la possibilité de décaler des grilles, de les imbriquer les unes dans les autres et ainsi de suite. Donc pour l'imbrication, c'est un petit peu particulier, ça ne fonctionne pas forcément comme d'autres, on repart sur un système de 12. Je m'explique. Alors je vais supprimer ça. Si à l'intérieur de cette small 6 ici, j'ai envie de remettre des grilles, je recrée une div qui est la classe row. À l'intérieur, je recrée une div qui est la classe columns. Et ici, je repars sur un système où la somme doit valoir 12. Donc là, par exemple, small-6. Et un petit salut. Comment ça va? Et de la même manière, hop, je duplique pour arriver à une somme qui fasse 12. Automatiquement, maintenant, si j'actualise cet élément-là, vous voyez que dans cette colonne-là, j'ai bien mes 2 éléments. Et si je diminue, hop, vous voyez qu'ils prennent toujours 2 éléments. Donc pareil, vous pouvez mettre, par exemple ici, large 6. Et lorsque l'on est sur un petit écran, automatiquement, ça prend la totalité de la largeur du bloc, small 12. Et vous voyez que c'est très très simple, je peux piloter vraiment le comportement en un instant. Et automatiquement, tout se redimensionne bien. Alors, un autre détail, c'est la gestion de la visibilité. Donc alors au niveau de la documentation, c'est vrai que c'est placé bizarrement. C'est dans Using Foundation, Visibility Classes. En fait, vous avez des classes qui vont vous permettre de piloter est-ce que cet élément est carrément visible ou pas, suivant certaines conditions. Donc par exemple, si on veut faire un exemple simple, on va créer un paragraphe tout au début, ou un gros H1. H1, je suis un titre. Hop. Donc là, ce titre, j'ai pas envie qu'il soit visible sur les écrans de petite taille, je fais style, classe plutôt, hide for small. Et automatiquement, hop, ce titre est visible, dès que je passe sur un écran trop petit, il disparaît. Donc ça, c'est une classe qui peut être pratique si par exemple vous voulez cacher des sidebars ou des éléments qui ne servent à rien si on est sur un téléphone portable. De la même manière, vous pouvez faire l'effet inverse, c'est show for small. Automatiquement, c'est visible pour un écran de petite taille, mais lorsque je grandis, ça disparaît. Donc de la même manière, on a toute une série de classes, ça je vous laisse les regarder. Vous avez la possibilité d'afficher si on est sur une résolution intermédiaire, résolution trop petite, en mode portrait, en mode landscape, et ainsi de suite. Donc après, de la même manière que le Twitter Bootstrap, vous avez toute une série d'éléments que je ne vais pas forcément vous détailler. Je pense que vous êtes tous en mesure de lire une documentation. Vous avez des paginations, des navigations, des choses comme ça. Donc à la limite, ce que je vais vous montrer, c'est peut-être le menu pour voir aussi comment il fonctionne lorsqu'on est sur des écrans de petite taille. Alors, hop, si vous voulez créer une barre, c'est très simple. Vous créez un élément qui a la classe nav et qui va avoir la classe top-bar. Dedans, on a plusieurs UL. On a d'abord un UL, par exemple pour le titre. Donc c'est un UL qui a la classe title-area. Et à l'intérieur, on y met un li qui a la classe name et notre titre. Donc par exemple, ici on va mettre tutoriel. Ensuite, à l'intérieur de ce title area, on doit mettre un autre li qui est un li un petit peu particulier qui va être visible seulement pour des écrans de petite taille. Donc ce li va avoir la classe toggle top bar pour dire qu'en fait il va permettre de déclencher la top bar et menu icône tout simplement pour avoir la petite icône avec 3 petits traits. On y met un lien et là on met ce que l'on veut, donc là on va mettre menu. Donc par défaut, automatiquement, vous voyez que là je ne vois rien. Dès que je passe sur un écran de petite taille, vous avez ce menu et dès que je clique, ça me permettra d'afficher les éléments en dessous. Donc ensuite, si je veux créer un menu, on crée une section. Hop. Une section qui a la classe top-bar-section. Et à l'intérieur, on peut créer un UL qui a la classe left, qui va permettre de créer les éléments qui sont situés, vous le devinez, à gauche. Donc là, on va appeler ça menu 1,
menu 2. Et si vous voulez des éléments à droite, vous créez un élément qui est la classe Write et vous mettez pareil vos liens. Là, se connecter par exemple. Automatiquement, vous voyez maintenant, hop, si je suis sur un écran de grande taille, j'ai bien mes deux éléments à gauche et mon élément à droite. Si je retrécis, j'ai mon menu et je peux le plier déplier en cliquant ici. Si vous voulez mettre des séparateurs, très simple, il vous suffit tout simplement de créer des LI qui ont la classe divider, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, comme ceci. Et automatiquement, ça crée une petite séparation. Donc, si vous en voulez partout, vous en mettez un après chaque élément. Donc on va mettre un là, juste avant notre titre, et un là. Et automatiquement, hop, on a nos petits séparateurs. Si vous voulez créer des sous-menus, c'est très simple. Vous créez ici une classe as-dropdown. Donc ça veut dire que ça a un sous-menu. Et à l'intérieur du ULI, vous recréez un UL qui va avoir la classe dropdown pour dire que c'est un sous-menu, encore une fois. Et on est parti. Là, on crée un ULI avec un lien. On met rien, on met sous-menu 1. Et sous-menu 2 et sous-menu 3. Donc automatiquement, hop, on a ces éléments-là. Et lorsque je suis en mode petite taille, je peux cliquer et comme ça, j'ai les différents sous-menus. Donc ensuite, on a pas mal de petites librairies JavaScript qui sont plutôt sympas. Je pense notamment, alors vous avez Dropdown qui peut vous permettre en fait de créer des éléments qui sont les uns sous les autres. L'avantage, c'est que c'est même utilisé pour les formulaires. Vous pouvez notamment, donc ici c'est dans Custom Forms, remplacer votre select et styliser les selects de différentes manières. Vous voyez qu'automatiquement ici, on a le select qui est remplacé par ce système-là. Donc l'avantage, c'est qu'au niveau du Markdown, c'est relativement simple. Bon, on a tout ce qui est relativement classique, comme des tooltips, un petit système de guide. Et le plugin plutôt intéressant, c'est Magellan déjà. En fait, vous pouvez avoir des petits éléments comme ça, des petits menus. Et vous voyez que lorsque je le dépasse, entre guillemets, automatiquement, on a une petite navigation qui se fixe. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et surtout, le plugin vraiment intéressant, c'est Orbit. Orbit, si vous voulez, c'est un carrousel qui fonctionne très simplement. Vous voyez qu'on a juste ça à écrire et automatiquement il va fonctionner et qui a le très gros avantage d'être responsive. Automatiquement, vous voyez que lorsque je diminue la taille de mon écran, les éléments se redimensionnent et même si j'ai des points d'arrêt assez brutaux, ça fonctionne toujours. Et on a notre carrousel qui fonctionne et ce, peu importe la taille de l'écran. Bon, là évidemment, tout petit, ça pourrit un peu l'idée, mais voilà, ça fonctionne vraiment tout le temps. Donc ça fonctionne vraiment tout le temps et ça supporte le touch, c'est-à-dire que vous pouvez glisser comme ça en swipant. Bon là je peux pas le faire vu que je suis sur un ordinateur, mais ça fonctionne sur mobile. Donc c'est plutôt sympa et c'est vraiment personnalisable. Alors justement en parlant de personnalisation, comment ça se passe? Alors si vous souhaitez personnaliser le framework, vous allez tout simplement sur la page d'accueil et lorsque vous le téléchargez, contrairement à ce que vous faites, contrairement à ce que j'ai fait, vous allez un petit peu plus bas et vous pouvez choisir ce que vous voulez utiliser et ce que vous ne souhaitez pas utiliser. Donc vous pouvez changer les composants que vous allez importer, mais aussi les couleurs. Donc c'est une customisation relativement sommaire, mais ça vous permet déjà d'avoir un premier point. Si vous voulez vraiment personnaliser le framework, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser le framework en utilisant SAS. Et c'est là que vous allez voir vraiment le potentiel. Donc pour l'utiliser en utilisant SAS et Compass, d'abord il faut installer la gemme. Donc vous faites ça en ligne de commande. Donc si vous avez Compass, ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite, vous pouvez directement créer un nouveau projet en utilisant Foundation. Et du coup, une fois que vous allez installer Zurb Foundation, comme ça, vous allez pouvoir créer un nouveau projet en l'utilisant. Donc là, vous tapez cette ligne de commande. Donc là, par exemple, je vais revenir dans mon dossier. Donc je viens de tout vider. Hop, si j'actualise, vous voyez, j'ai plus rien. Et là, au niveau de mes lignes de commande, je fais Compass Create, qui a pour effet normalement de créer un nouveau projet. Donc de créer les fichiers CSS et tout ça. Sauf que là, hop, vous rajoutez les options qui sont indiquées dans la documentation. Donc vous faites Compass Create et vous mettez -r Zurb Foundation -using Foundation. Automatiquement, ça va vous créer tous ces dossiers-là. Donc vous avez votre fichier HTML que l'on retrouve de tout à l'heure. Vous avez directement les fichiers JavaScript qui ont été importés. Et automatiquement, vous voyez qu'on a dans le dossier SAS, on a d'abord le fichier app.scss, donc c'est ce fichier-là que l'on va compiler, qui contient tout simplement les imports. Au passage, vous voyez que lorsque j'importe un fichier, il n'existe pas physiquement. En fait, il a été directement importé grâce à ce gem install. Donc l'avantage, c'est qu'on peut importer des éléments de Foundation dans n'importe quel de nos projets. Ensuite, on a un fichier settings qui contient tout simplement tous les paramètres par défaut. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le vider.
Pourquoi? Parce que déjà il y a 2 millions de paramètres, on ne s'y retrouve pas. Et tout simplement, lorsque vous regardez la documentation, par exemple, imaginons on prend les boutons, automatiquement vous avez l'ensemble des variables qui sont en fin de document. Donc si vous souhaitez les personnaliser, vous pouvez le faire très simplement. Ensuite, vous avez le fichier normalize qui vous permet tout simplement de normaliser tous les éléments pour qu'ils aient la même apparence. Donc ensuite, si vous ne souhaitez pas utiliser toFoundation, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement commenter cette ligne-là et n'importer que les éléments dont vous avez besoin. Donc vous avez toujours besoin de global, ça permet de définir toute une série de variables, mais ensuite, vous décommentez ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin que de la grille, vous décommentez cet élément-là. Si vous avez besoin que de système de classe visible ou invisible, vous décommentez ça, et ainsi de suite. Donc ici, moi, je vais tout importer, donc je redécommande ça. Et dans Settings, imaginons je vais personnaliser par exemple la barre. Donc ici, je vais recopier mon code HTML que j'avais déjà écrit pour ma top bar. Hop, donc ici, au niveau de mon HTML, juste là, pom pom. Voilà, je recopie et ça me sort cette barre-là. Donc cette barre-là, j'aimerais bien par exemple changer la couleur. Donc ici, tout simplement sur la documentation, je vais dans Navigation, Top Bar, et en bas, j'ai les variables. Ou ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement au niveau de votre Settings, chercher Top Bar, si vous n'avez pas tout supprimé. Mais si vous voulez changer la couleur, hop, vous le faites ici. Hop, si j'ai envie de mettre la barre en rouge pour que ça soit bien moche, vous changez cette variable-là, et automatiquement, elle va être modifiée. L'avantage, c'est que le framework a été bien conçu, notamment les séparateurs, tout va dépendre de cette couleur-là. Et vous voyez qu'on a en un instant changé l'apparence. Si vous voulez changer la hauteur, pas de problème, vous pouvez aussi le faire. Hop, et là, par exemple, si j'ai envie de mettre 150 pixels, hop, je mets 150 pixels. Et ainsi de suite, vous pouvez personnaliser. Et vous voyez que le tout fonctionne bien, hein. Même si je suis réduit, hop, ça garde toujours 150 pixels. Et comme ça, je vais pouvoir modifier chaque élément. Donc après, c'est vraiment un coup à prendre. C'est vrai que ça fait beaucoup de variables, mais ça vous permet de partir déjà, d'avoir un projet qui commence plus rapidement. Donc d'autres variables intéressantes, vous avez notamment les différentes résolutions. Vous voyez ici, j'ai tapé small. Pour les media queries, en fait, vous allez pouvoir choisir à quel moment le design va changer d'apparence. Donc là, ça peut vous permettre de piloter un petit peu mieux les différents points d'arrêt. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez vraiment pouvoir exploiter la puissance. C'est vraiment là que vous allez pouvoir exploiter les possibilités du framework. C'est vraiment en utilisant ce préprocesseur-là. Sinon, c'est vrai qu'en CSS, c'est pas forcément pratique. Parce que de manière générale, dès que vous allez vouloir modifier l'apparence d'un élément, vous allez vous retrouver tout simplement à devoir modifier, rajouter des règles et modifier le comportement initial. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo-là. Donc vous le voyez, c'est un framework plutôt pratique qui vous permet de commencer à intégrer un site web très rapidement. Surtout si vous comptez créer un site qui fonctionne bien sur les différentes résolutions. Alors qu'est-ce que l'on retiendra? On retiendra que c'est un framework qui a été conçu en ayant le responsive comme première idée. Donc si vous n'avez pas besoin d'avoir un site qui soit responsive, effectivement vous perdez le principal intérêt du framework. C'est un framework qui utilise Sass, qui a l'avantage de s'intégrer aussi à Compass. Donc aussi, du coup, on va pouvoir l'utiliser sans forcément devoir télécharger les fichiers à chaque fois, et ça c'est plutôt intéressant. Et enfin et surtout, on peut choisir de n'utiliser que certains composants. On n'est pas obligé d'importer la totalité du framework pour l'utiliser. Si on trouve que les grilles est un élément intéressant, on peut n'utiliser que les grilles. Si on a besoin que du formulaire, on peut importer que le CSS du formulaire. L'avantage, c'est qu'on utilise les éléments de Foundation pour gagner du temps, et par-dessus, on peut utiliser nos propres éléments en utilisant Compass pour styliser le reste de notre site web. Donc voilà, il faut vraiment voir ça comme une base de travail, sans forcément se dire j'ai codé un site et ça va avoir la même tronche que le style par défaut, qui en plus est un petit peu bizarre. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre Foundation et surtout de mieux comprendre ce principe de grille responsive avec le small et large. Système que l'on retrouvera bientôt, vous allez le voir sur les autres frameworks. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez vous aussi des petites ressources comme ça qui permettent de mieux commencer un projet, n'hésitez pas à les partager, ça peut servir pour tout le monde.